démarrer fin 2025. Ensuite, nous avons environnement et cadre de vie, une enveloppe de plus de 850 000 €. Donc nous avons positionné 400 000 € sur la démolition de l'hôtel de la rue Nationale, la maison Jourdain, comme on l'appelle nous dans les réunions. L'objectif est de dégager la vue sur la Sarthe depuis l'avenue et d'aménager un lieu de rencontre végétalisé. 240 000 € dans la transition énergétique, le remplacement de certaines menuiseries de la mairie, on va commencer par un bout, des études de consommation énergétique des bâtiments dans le cadre du décret tertiaire, 100 000 € pour le remplacement de la chaudière du restaurant scolaire Gérard Philippe, qui commence à donner des signes de fatigue, 50 000 € d'études pour la mise en conformité de la cuisine de la maison d'enfants, c'est toujours un projet qu'on doit faire mais qui a été décalé avec le gymnase, 28 000 € pour les travaux de reprise des concessions dans le cimetière. Donc les travaux devraient débuter en février. 20 000 € pour la mise en accessibilité PMR, on continue toujours le programme, bâtiment après bâtiment. Et 15 000 € pour l'étude de la toiture du tennis couvert. Là aussi, c'est une toiture qui fuit beaucoup. Ensuite, nous avons l'évolution numérique et technologique. Donc des investissements à hauteur de 160 000 €, donc à peu près 110 000 € sur le plan numérique en général, c'est-à-dire le renouvellement du matériel informatique, les achats de logiciels, notamment cette année le logiciel de gestion du cimetière, qui va vraiment nous permettre d'optimiser, de travailler mieux, de grand confort sur le cimetière. Et le paraffeur électronique, en remplacement du logiciel Marche qui est sous-utilisé, qui n'est pas facile d'accès. Donc on va utiliser le logiciel Paraffeur, ça s'appelle. Et 50 000 € sur l'installation du système de sécurité intrusion à la maison de l'enfance, pour uniformiser tout le site. Parce que à la maison de l'enfance, nous avons le multi-accueil, nous avons aussi l'école maternelle et le périscolaire et l'accueil de loisirs. Donc c'est d'uniformiser tout le système de sécurité sur ce même bâtiment, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ensuite, nous avons le soutien à nos associations, la participation citoyenne et la pratique sportive sur la commune. Plus de 550 000 € y sont consacrés. Alors nous avons environ 115 000 € pour soutenir l'ensemble des associations et les subventions pour des projets particuliers. Plus de 250 000 € versés pour soutenir la Maison des Habitants, qui est très impliquée dans les animations et les actions de cohésion sociale sur notre territoire. Plus de 55 000 € pour le CCAS, qui œuvre pour les personnes en difficulté. 115 000 € de participation à l'école d'enseignement artistique Django Reinhardt pour la pratique de la musique, de la danse et du théâtre à destination des Arnageois, ainsi que la partie projet dans les écoles et le multi-accueil. Donc ça, c'est la part Arnage de l'école de musique. Et 15 000 € pour le budget participatif, c'est la deuxième tranche. Projet d'un terrain 3-3 qui est toujours à l'étude et on finalise. On est en train de trouver l'emplacement. Ensuite, nous avons toujours la prévention et la sécurité des agents de la ville, c'est très important. Donc plus de 50 000 €. Dans divers domaines, alors notamment du matériel acoustique pour les réfectoires de Gérard Philippe, environ 12 000 €. Une remorque adaptée et des barrières plus maniables pour le service technique pour 10 000 €. Donc il y aura un gain de temps déjà et aussi de problèmes de poids. Nos barrières sont très lourdes, il faut les manipuler plusieurs fois parce qu'il faut les remettre dans les locaux. Là, l'idée, c'est d'acheter des barrières plus légères et elles sont déjà sur une remorque. On amène la remorque, on enlève, on remet sur la remorque et c'est rangé. Un peu comme on fait pour les tables et les chaises, vous voyez. Donc, voilà. C'était la suite d'un programme où on avait déjà pris les barnums beaucoup plus faciles à plier, beaucoup plus légers. C'était la suite pour les manifestations. Ensuite, l'achat d'un sèche-linge professionnel pour 6 700 €. Là, c'est continuer notre projet lingerie sur la commune, lingerie globale pour toute la commune. L'an dernier, nous avons fait le lave-linge professionnel. Donc là, on en est au sèche-linge professionnel.
4 200 € sur divers matériels d'ergonomie, des fauteuils adaptés, enfin des fauteuils, les souris, les chaises, les tabourets, et le remplacement d'un lit à barreaux multi-accueil pour 800 €. Alors nous avons, parce que les lits là aussi vieillissent, les lits à barreaux pour un multi-accueil, enfin un collectif, c'est très très cher. Il y en aurait 4 à changer, il y en a un surtout là en ce moment qui est difficile à rouler, à manier les barrières, ça devient dangereux pour les agents. L'idée est d'en changer un tous les ans. Donc un l'an prochain. Et ensuite, nous avons accompagné et soutenir la culture sur notre territoire. Donc nous allons y consacrer environ 400 000 €. Il y a une subvention de fonctionnement de plus de 370 000 € et des investissements pour 2025 de 30 000 €. Il y en aura 15 000 pour la sécurité du plateau et environ 15 000 pour le remplacement de projecteurs et de boîtiers pour des économies d'énergie. Donc je pense qu'on va en passer certains en LED. Voilà. Et la ville entend développer pour 2025 la visibilité des événements de l'éolienne à partir de nouveaux supports de communication, donc une page Instagram, une newsletter et la création d'un site internet. Ils sont là en création, on va bientôt en voir. Voilà pour les thèmes qu'on va développer, les actions qu'on va mener en 2025. Donc ce programme d'investissement est un projet ambitieux au profit de la rénovation de notre patrimoine, de notre environnement et de notre cadre de vie, d'une politique de soutien à la pratique sportive et associative, d'une ouverture sur le monde avec un soutien à la culture tout en accompagnant l'enfance. Pour autant, il est important de maintenir notre niveau de service public. La situation financière saine de notre collectivité devrait nous permettre de réaliser ce programme d'investissement sans recourir à l'emprunt. Et je vais vous laisser également débattre sur les projets d'investissement. Je vous laisse la parole. Toujours pareil, on prend le micro, on se nomme. Moi, Thierry, Thierry. Non, simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est, je me félicite. En fait, le bilan, quand on est capable de sortir, j'ai compté, ça fait un peu plus de 3 millions d'euros d'investissement, sans emprunter, c'est qu'il y a une gestion saine de la collectivité. Je crois que c'est surtout ça l'élément important qui est à retenir au regard de tous les chiffres qui ont été donnés ce soir. On a une gestion saine et rigoureuse des finances de la ville d'Arnage. C'est aussi un engagement que nous avons pris devant les habitants, et c'est aussi important de pouvoir leur rendre compte. Investir, Madame le maire l'a dit, c'est aussi investir pour l'avenir, parce que derrière, c'est aussi des économies demain de fonctionnement qu'on fera aussi. Donc c'est très intéressant, important. Moi simplement, bravo. Je crois qu'il faut collectivement, il faut aussi dans la période, certes la période est compliquée, mais on a toujours cette capacité à avancer, à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je le rappelle, tout à l'heure on évoquait l'endettement. On a dégagé des marges qui aujourd'hui nous permettent aussi d'investir. Donc là on a un projet qui est ambitieux. Maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre et puis l'envoyer pour assurer aussi la pérennité d'Arnage. Et c'est aussi l'ambition que nous portons pour cette commune, et je crois qu'on peut que se féliciter. Alors tout ça, c'est un travail vrai collectif et parfois frustrant, je le sais, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais il faut suivre le programme pour lequel on a quand même été élu, il faut le finir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des opportunités, on voudrait y aller, on est prudent, mais quand on voit les chiffres, on se dit qu'on a peut-être raison pour finir. Et puis parce qu'il y a encore beaucoup de projets d'investissement, parce qu'on récolte déjà en fonctionnement les travaux qu'on a fait, la chaudière biomasse, de passer les écoles en LED, on va faire au fur et à mesure d'autres bâtiments comme ça. C'est d'autant de charges de fonctionnement en moins.
parce que même si l'énergie des fois est montée, ben nous en fait on payait pareil, alors on aurait dû, s'il n'y avait pas eu d'inflation on aurait payé moins, mais parce qu'on a fait des économies, donc il y a des travaux qui sont importants pour l'avenir de la planète, mais aussi pour les prochains budgets. Et Madame Brasseur, moi je voudrais souligner 3 points, parce que tu disais on a des choix à faire quand on construit un budget, donc effectivement il faut décider ce qu'on maintient, sur quoi on met le paquet. Et je voudrais parler de 3 choses qui sont plus sur le maintien en fait de ce qu'on fait déjà, et ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps. Je dirais presque que c'est même presque résister à une espèce de déferlante actuelle. Quand on va parler par exemple de la culture, c'était le premier point que je voulais aborder, on voit qu'il y a l'État ou des collectivités qui font le choix de taper gravement sur la culture. On voit par exemple que le pass culture là, il a été stoppé pour le moment parce que nous on fait le choix de maintenir tout ce qu'on peut donner à la culture. C'est pas anodin, hein. On pourrait choisir parmi les nombreux choix qu'on a à faire de faire comme beaucoup d'autres en disant la culture. Alors parce que pour nous ça a un sens, la culture pour nous ça permet de résister aussi à cette déferlante de fake news, de propos immondes qu'on peut entendre au quotidien. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est sur le sport, parce qu'on a pu voir aussi voilà, les propositions de budget 2025 au niveau national qui tapent très fortement sur le sport. Nous, on continue à verser nos subventions à l'USA, qui est l'acteur majeur sur le territoire pour la pratique du sport. Donc ça, on maintient ça, on continue, parce que ça a du sens pour nous, encore une fois, comme la culture, que les jeunes puissent faire une pratique sportive, se retrouver, apprendre à jouer au ballon ensemble, je caricature un petit peu, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, et pour nous, c'est quand même très important. Et la troisième chose que je voulais cibler, on pourrait en citer plein, mais c'était par rapport à la prévention des risques professionnels. On continue aussi à donner des bonnes conditions de travail aux agents en investissant dans du matériel ergonomique pour essayer de leur faciliter au plus possible la tâche au quotidien, ce qui va encore une fois pas forcément dans le même sens que ce que l'État prévoit en augmentant par exemple l'âge de départ à la retraite et en faisant travailler les gens dans des conditions de plus en plus difficiles le plus tardivement possible. Donc voilà, moi je trouve qu'on est sur une dynamique sur laquelle on s'était engagé en début de mandat, mais qui va clairement dans un autre sens que celle qui nous est proposée au niveau national, et j'en suis particulièrement fier. Merci. Alors, Guéna et après Gilles. Alors, Guéna, oui, j'allais faire ce que tu as fait, Manu, parce que je pense à ce qu'on nous a demandé. Je pense à la région, par exemple, sur la culture, c'est aberrant. Moi, ce qui me plaît dans ce qu'on débat aujourd'hui, c'est notre maintien à la culture. On a toujours affirmé que sur cette commune, la culture était hyper importante. Le sport, bien sûr, parce que ça me touche plus particulièrement. Le soutien à l'USA et à l'ensemble des associations est plus qu'important. Il faudra continuer. Et puis, il y a quelque chose, moi, qui est, je pense, un aboutissement de ce mandat, en fait, c'est la fameuse salle de la Gautrerie qui va sortir, qui est attendue. C'est une salle qui est extrêmement sollicitée, qui a besoin d'être rénovée pour les habitants, pour faire ces fameuses économies d'énergie. Vous avez dit dans les débats avant que l'investissement d'aujourd'hui, c'est les économies de demain. Bah ouais, il fallait y aller, il faut y aller. Cette salle en a besoin, et je pense à toutes les familles surtout qui la louent, les associations pour les âgés. En fait, elle est extrêmement conviviale, cette salle. On a envie d'y rester, en fait. Donc, elle mérite qu'on la rénove, et pour les habitants, en fait. Et puis, la dernière pensée, c'est aussi notre soutien à la maison des habitants, soutien à nos jeunes, soutien à tous ces projets, tous les projets d'été, par exemple, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Voilà, il y a le projet de coopération aussi. Alors, on en a débattu la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, mais tout ça, pour moi, c'est un pied de nez à ce qu'on nous demande, notamment la région, ce gouvernement-là aujourd'hui qui nous demande de faire des coupes. C'est marrant, quand il faut faire des coupes budgétaires, c'est toujours le sport et la culture qui morflent. Voilà. Gilles Chalou, je voudrais juste te dire, parce que nous avons notre soutien quand même important, c'est vrai qu'on l'a rappelé, le soutien il est important pour la culture et aussi pour tout le monde associatif et sportif. Et n'oublions pas une chose, c'est quand nous on reverse une subvention pour qu'une association, elle fonctionne derrière,
c'est un acteur économique de la cité, parce qu'elle fait vivre des commerces, elle investit, et il y a en fait, il y a quelque part un circuit vertueux, enfin, je veux dire, assez vertueux, qui fait qu'on maintient quand même une économie, je dirais, locale. Et je suis sûr que, juste pour le propos, c'est qu'en fait, on s'aperçoit aussi que dans la difficulté, il y a des gens qui font preuve quand même d'imagination et de recherche de financement privé. Je tiens à souligner parce qu'il y en a qui ont quand même, malgré tout, des innovations en termes de recherche de financement qui sont assez importantes et je les félicite. Merci. Oui. Céline Blondeau. Ouais, alors moi je voulais revenir sur le fait qu'on est souvent quand même obligé d'être très rigoureux. C'est quand même assez souvent souligné que ça demande une grande rigueur au niveau financier. Et je suis vraiment très contente qu'on puisse quand même présenter tous ces objectifs et qu'on puisse aller jusqu'au bout de tous ces objectifs. Franchement, je suis vraiment très très contente parce que derrière, c'est un gros travail, et je répète, de rigueur, où on n'est pas toujours sympa et qu'on est obligé de mettre un peu des barrières, mais vraiment contente qu'on puisse en arriver là, parce que c'est finalement le travail, c'est ça, c'est de pouvoir proposer tous les objectifs qu'on a mis, puisque du coup on en donne un peu pour tout. Il y a ça aussi. On n'a pas forcément été obligé de choisir, même s'il y a toujours des choix, on a quand même pu en faire pour pas mal de choses. Donc je suis vraiment contente de nous. Et tu as bien raison, parce que c'est quand même un travail que vous avez tous mené tout au long de l'année, comme je disais, des fois avec des frustrations. Pour revenir, bon, il n'y a pas beaucoup de public, mais pour dire, alors on n'en a pas beaucoup, mais on a reçu quelques mails ou quelques petits mots sur la page de la ville pour les fameuses décorations de Noël. Donc oui, effectivement, nous n'avions toujours pas commencé à réinvestir, nous n'avons pas pu réutiliser les décos que nous avions avant sur la nouvelle avenue, mais rigueur, on a préféré se tourner sur autre chose pour l'instant, mais nous allons commencer à réinvestir petit à petit sur du nouvel équipement pour les décos de Noël. Voilà, les habitants n'ont pas conscience, ils pensent que ça nous amuse, on est tous frustrés de ne pas avoir d'illumination dans notre commune comme on aimerait les avoir. On sort de certaines, on sort du Mans, tout d'un coup, pouf, Arnage est assez triste. Ça ne nous a pas amusés, mais voilà, on l'a fait et maintenant on va commencer gentiment à en mettre. Si je peux me permettre, Thierry, sur ce sujet, maintenant dans les fonctions que j'exerce, je vais partout dans la salle. Et je n'entends que des compliments. Je le dis vraiment avec, vraiment que ce soit public, je n'entends que des compliments sur la vue nationale, et notamment sur la qualité de l'illumination la nuit. Enfin, voilà, donc j'entends, c'est vrai que cette année, il y a eu des choix, ça a été rouge, il y avait de la couleur. Bon, il y aurait pu y avoir quelques... ça viendra, on savait de toute façon, il faudra se donner le temps, ça oblige, mais je jouais quand même. C'est vrai, là c'est un retour que je fais, non pas parce que je suis membre de ce conseil municipal, on a un retour sur cette avenue nationale qui est, elle fait envie, je le dis, vraiment très fortement, et avec, et je ne dis pas ça parce que je suis à Arnage, elle fait envie aux communes de la Sarthe. On a un projet qui est formidable, voilà, je le dis parce que j'entends assez souvent quand même ça rend, voilà, tous les gens qui viennent du Vélinois, qui passent par là, envient cette avenue. Je crois que c'est aussi la force d'être dans une intercommunalité qui aussi a pu nous accompagner sur un projet aussi beau. Et d'ailleurs, les autres communes de la métropole, en tout cas maintenant, on repasse leur centre-bourg et demandent quelque chose. Ils veulent tous la même chose. À l'image de leur commune, mais tous le. La Valdoche, c'est inspiré d'Arnage. Oui, c'est vrai. Ce projet est un projet innovant qui aujourd'hui sert aussi d'exemple de choses intéressantes qui peuvent se faire. En 89, Arnage avait été innovant avec un tapis à plat, ça a été gardé. Et aujourd'hui, je vous dis, le retour qu'on a en disant que voilà, ça a donné une nouvelle dimension à la ville d'Arnage. Laurent Chartier, oui, je voulais rebondir sur ce projet innovant qui est l'avenue nationale.
Parce qu'effectivement, il y a aussi une partie innovante qui avait été tout le travail de concertation en amont. Et effectivement, tout ce travail de concertation, c'est quand même une dimension qui unifie les gens, qui participe, qui fait que ça a du sens pour tout le monde, ces aménagements. Et effectivement, tout le monde se félicite de la réussite de cette avenue. Et sur la métropole, il y a un certain nombre de projets qui ont été portés depuis et qui ont été, sur lesquels le travail de concertation a été copié, parce que effectivement, on ne peut pas faire l'économie de construire des projets structurants sans travailler main dans la main avec les concitoyens. Voilà. C'est bien Musson. Sur la vue nationale, moi je trouve, au niveau accessibilité, pour les fauteuils, je veux dire que c'est l'idéal, on peut aller à fond. Du piste cyclable ou pas, mais c'est vrai, il y a des commerces où je n'allais pas avant, parce qu'il y a des marches. L'ancien pressing. Non mais même la boucherie, j'ai repris de boucher. Maintenant je fais un peu plus mes emplettes dans le centre. C'est tellement agréable quand on se balade, on rencontre des gens. Je parle souvent. Bon, il n'y a pas que ça. Et puis sinon, par rapport au soutien là, au niveau du DOB, il ne faut pas oublier quand même que vous soutenez quand même bien le CCAS. On ne l'a pas rappelé, mais c'est vrai que même si c'est une parole. Oui, mais ça n'a pas été relevé. Ah, mais on existe. Peut-être qu'on demandera plus. Mais je me plus 55, voilà. Plus de 55, Madame le maire, c'est marqué 56. Plus 56, voilà, moi j'ai plus. Voilà. Non, j'ai dit plus de 55. Plus de 55, vous avez 56, c'est plus de 55. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou on clôture sur notre DOB? Donc, il y a... Non, personne? Donc, du coup, on prend acte du rapport d'orientation. On dit que le présent rapport a été transmis par la commune et puis qu'il a fait l'objet d'un débat. Donc, il sera mis à disposition du public dans les 15 jours, suivant la tenue de notre débat. Il sera aussi transmis à la métropole, je pense, et l'infrastructure, évidemment. Et qui dit que le public sera avisé de la mise à disposition de ces documents par le site internet. Donc qui est pour? Non, c'est un don-acte. Pardon. Est-ce qu'on a pris acte? Voilà. Bon, bah écoutez, le DOB. Nous en avons fini avec le DOB. Nous continuons l'ordre du jour quand même. Non, on vote. Simplement, vous voyez en aparté, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Au Mans, il y a un vote, oui, effectivement, parce qu'en fait, on vote sur le fait d'avoir eu le débat. Voilà. C'est ton acte sur ce qui est présenté, mais en fait, il y a une délibération qui acte le fait qu'on ait bien eu le débat. Il y a une délibération. bah, c'est une délib, hein. On a un Voilà. vote quand On a bien eu le débat. Voilà, on a eu le débat. On a eu le débat, donc on vote. Est-ce que vous considérez qu'on a eu le débat? Voilà, et là, On a passé le débat, donc il y a la délib avant ou après. Est-ce que vous considérez qu'on a bien fait ce débat? Voilà. Donc oui. Qui est contre, hein, qui dit qu'on n'a pas fait. Qui n'a rien entendu, s'abstient, a fait son gros dodo. Non. L'unanimité. Donc, délibération numéro 2. La solidarité avec la population de Mayotte. Donc, vous rappelez que, on en parle encore, hein, que Mayotte a été frappée par le cyclone Chido, le plus violent de la région, engendrant sur son territoire une situation matérielle et sanitaire catastrophique. Donc, comme à chaque fois qu'il se passe un événement, à chaque fois, nous apportons une subvention exceptionnelle. Donc là, je vous propose, comme c'est le début d'année, d'apporter une subvention de 500 €. On verra en fin d'année si l'on joue besoin et qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser cette enveloppe encore. Cette fois-ci, nous passerons par la Croix-Rouge, qui est située à Paris. D'habitude, on passe par Cité Unie France quand ce sont des projets qui sont en dehors de la France, mais Mayotte,
c'est la France. Donc Cité Unie France ne peut pas s'occuper de cet argent pour eux. Donc voilà, je vous propose qu'on passe par la Croix-Rouge. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette subvention? Oui, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ensuite, la délibération numéro 23. Alors, en préparation, on avait parlé du chêne du projet avec le chêne 4 et on va grouper avec le chêne 5 parce qu'il faut se dépêcher pour donc que je vous explique. Donc l'appel à projet dans le cadre du programme d'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, ACTE, nous nous sommes positionnés sur le projet chêne 4 pour une subvention pour le lot 1, le poste de chargé de projet, pour mener à bien les opérations grands projets, le suivi des fluides et le suivi énergétique du patrimoine bâti de la commune d'Arnage, et un autre lot dans ce même chêne 4, il s'appelle lot 5, les études de faisabilité. Donc le cabinet Aminao avait été mandaté pour le projet de rénovation et de réhabilitation pour la salle de la Gautrerie. Notre candidature a été acceptée pour le chêne 4. Et donc, du coup, pour le lot 1, nous aurons 40% de la dépense, c'est-à-dire 42 661,67 € d'aide financière. Nous avons une dépense de 106 654,17 €. Et sur le lot 5, 50% de la dépense. Donc, nous toucherons 6 387,50 €, notre dépense étant de 12 775 €. Ça y est, on a été accepté. Et comme il faut le faire avant le 27 février, on se positionne sur l'appel à projet chêne 5. Donc le marché de maîtrise d'œuvre de la rénovation et de la réhabilitation de la salle de la Gautrerie encore, et une étude technique des bâtiments communaux dans le cadre du décret tertiaire. Donc nous allons mandater le cabinet Studéfi pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour répondre à l'obligation réglementaire du décret tertiaire. Donc ils vont constituer un dossier technique pour quantifier et analyser les postes énergétiques de tous les bâtiments communaux. Et tous les bâtiments, c'est donc le stade, le groupe scolaire Gérard Philippe, l'école élémentaire Renoir, la salle polyvalente de la Gautrerie, la mairie et la maison de l'enfance. Donc là, c'est pour nous positionner sur chêne 5. Donc on fait la délibération en même temps. Nous n'aurons pas de conseil entre maintenant et la date à laquelle il faut se positionner. Donc, est-ce que vous êtes... Le but du vote, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on touche l'argent qui nous donnerait pour le chêne 4 et d'aller postuler pour le chêne 5? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est bien une leçon. Oui. Pourquoi il n'y a pas la résidence d'autonomie pour les bâtiments? Tout ça, c'est comment on fait? Ce sont des bâtiments qui nous ont... Oui, mais c'est pas nous qui allons faire une rénovation énergétique sur les bâtiments. C'est le bailleur qui fait ça. On n'est pas propriétaire, donc ils ne sont pas dans la liste des... On se paye quand même tous les travaux. Ah, ça n'empêche pas? Non, les petits travaux, pas les travaux d'usure, d'utilisation des bâtiments, mais ce qui est structurel. D'ailleurs, on avait relancé avec eux, ils nous ont rénové toutes les salles de bain. C'est eux qui ont fait. Tous les appartements. Et tous les appartements. Enfin, il y avait douches et d'autres choses là. Donc, les grosses rénovations incombent à bailleur. Après, nous, on fait l'entretien du bâtiment dans tout ce qui est l'utilisation, l'usure et compagnie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bâtiment là-dedans. Vas-y, Guénaël. Juste sur le projet, l'appel à projet chaîne 5, là, on est bien d'accord que c'est un appel à projet pour faire l'étude des futurs travaux à faire dans nos bâtiments, ce dont on parlait tout à l'heure, pour les futurs investissements,
et ça nous donnera des pistes et ce qu'on Voilà. va faire demain dans nos bâtiments. Ok. C'est ça, et ça va nous permettre de la quantifier et même d'avoir une idée de la somme pour pouvoir les projeter, parce que ça c'est quelque chose qui sera fini sur l'année 2025. Ça va pouvoir projeter le prochain mandat sur par où il faut commencer, qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui va être le plus efficace en guise d'économie à suivre. C'est les plans pluriannuels ici. Oui, ça va nous c'est- orienter pour ça, savoir c'est comment travailler le plan pluriannuel d'investissement. Même si on ne le fait pas pour nous, c'est un travail à faire, c'est quelque chose d'important. Sudéfi, on connaît, on a déjà travaillé avec eux. Il me semble. Oui, vas-y Manu. Juste une petite question, mais j'imagine que ça a été un petit peu étudié. Il n'y a pas de double emploi finalement entre les deux appels à projet, chaîne 4 et chaîne 5. Je vois par exemple sur chaîne 4, ça permet le financement du recrutement d'un économe de flux, je ne connaissais pas ce terme-là, dont les missions sont entre autres donc inventaire du patrimoine boîtier, rédaction ensuite des notes et des rapports sur l'état de santé des bâtiments, mise en évidence des surconsommations, suivi de l'évolution des consommations, des dépenses énergétiques. Et c'est vrai que dans l'appel à projet chaîne 5, ça permet d'avoir un financement dédié au pouvoir organisationnel, lié à l'efficacité énergétique des bâtiments. Surtout. Avec notamment donc l'idée de faire aussi un état des lieux quoi, de C'est ça. l'efficacité énergétique du C'est bâtiment. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu redondant avec enfin on pourra Non, parce que l'autre, c'est vraiment la faisabilité des travaux sur un projet engagé. c'est sur un projet particulier. C'est vraiment Sur pour la chaîne salle de 4. la Gautry, Ouais. le chaîne 4. D'accord. Ok. Et après, c'est quand même, pour être la rénovation, on va y mettre aussi la salle polyvalente, mais c'est sur l'ensemble des bâtiments. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les mettre aux normes du décret tertiaire, c'est-à-dire qu'ils soient moins énergivores comme bâtiment. Ok. Mais le premier, il est vraiment, d'ailleurs, c'est pour ça Oui, qu'il le est premier déjà. c'est dédié sur Oui. le projet. Voilà. salle polyvalente. Et le mettre. Le cabinet qu'on avait mandaté pour la tranche 1 à Milao, sur la faisabilité aussi. Et puis, ça c'est la faisabilité et le poste du chargé de projet, donc que nous avons embauché. Et qui va travailler sur les économies de flux. Il ne va pas gérer que la salle de la Gautry et la maison Jourdain, il va aussi travailler aussi sur quoi faire pour économiser le flux en général sur tous les bâtiments. C'est une commande qu'il a également. Donc, d'autres questions? Non, ça vous paraît clair? Est-ce que vous êtes d'accord donc pour encaisser le chaîne 4? Ça, c'est sûr, on les a. Et se positionner sur chaîne 5, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, la délibération numéro 4, c'est les petites délibérations de l'année 2024, donc ça commence aussi 2025, on aime bien, vous savez, c'est pour se mettre aux normes, parce que pour chaque argent encaissé, il faut qu'il y ait une délibération. Donc, il y avait pas mal de sommes, enfin, on n'avait pas de délibération, beaucoup à l'enfance. Et là, c'est sur le multi-accueil, c'est le dernier qui va concerner l'enfance. Donc, ça ne change rien à notre façon de faire aux sommes, parce que déjà, ce sont des taux qui sont faits par la CAF, hein, les sommes pour les multi-accueils. Mais pour autant, ils étaient bien mis dans le règlement qu'on fournissait aux parents, mais nous n'avions jamais fait de délibération. Donc le Trésor public nous dit, là aussi, même si ce n'est pas vous qui êtes maître du montant, vous devez faire une délibération, puisqu'on encaisse pour vous l'argent. Alors c'est pour ça, je vous demande simplement, voilà, le vote porte sur approuver les tarifs tels qu'ils sont ci-dessus présentés, tarifs dont nous n'avons pas la main, sur laquelle Ça on n'a revient pas à la ce que main. disait Gilles tout à l'heure, c'est des choses administratives qui ne servent à rien. Ça s'appelle la France, ça, monsieur. C'est pareil. Non, mais voilà, après, pour chaque argent sorti rentré, il faut une délibération. Voilà, c'est comme ça. Donc on s'est aperçu que... Alors, et on doit être plein de communes comme ça, hein. Mais on s'est aperçu que les tarifs, on les augmentait, on faisait certains, il y avait une délite parce qu'on avait la main dessus. Là, on n'avait pas la main, donc on ne faisait pas de délite. Ben, on doit la faire quand même. Voilà. Donc vous êtes d'accord pour appliquer ces taux qui ne changent pas, on est bien d'accord pour les familles. Hein. Voilà, qui est pour. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Et ensuite, nous passons à la dernière qui est sur les ressources humaines. Et je laisse la parole à Claire Huyel. Alors, bonsoir.
Vous n'entendez pas? Faut qu'on s'approche, ouais. Lève-le. Voilà. Je ne sais plus si on avait parlé au conseil municipal, mais on avait déjà... vous m'entendez là? Oui, oui. On avait déjà parlé du fait qu'au niveau de la santé au travail, il y avait un déficit au niveau départemental, mais même par ailleurs. Donc, on bénéficiait jusqu'à janvier 2025 de Santé au Travail 72. Et le Santé au Travail 72 a mis fin à ces conventions qui le liaient aux collectivités territoriales. Donc on était il y a quelques mois dans une impasse comme d'autres collectivités, mais on a beaucoup de chance. Je pense que vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est un plus pour nous et pour toutes les collectivités qui font partie de Le Mans Métropole, parce que dans le cadre du schéma de mutualisation, Le Mans Métropole a prévu que le pôle médecine de prévention de Le Mans Métropole puisse assurer le suivi médical des agents des 20 communes de la communauté urbaine. Voilà. Donc nous, à Arnage, on a eu de la chance parce que Santé 72 a pu nous assister jusqu'à janvier 2025 et à partir du moment d'aujourd'hui, Le Mans Métropole va pouvoir prendre la suite. Je dis on a eu de la chance parce qu'il faut savoir qu'il y a des collectivités en début 2024 qui se trouvaient sans rien. Nous, on a eu de la chance d'être accompagnés jusqu'au bout. Voilà. Donc, je rappelle quand même que le rôle de la médecine préventive, parce que tout à l'heure, dans le DOB, on a parlé de tout ce qui est d'ordre préventif par rapport à nos agents, mais ça, au niveau de l'investissement, et ça en fait partie. D'autant plus que la médecine est quand même au niveau de tous les citoyens assez déficitaire dans notre département. Donc pouvoir suivre nos agents, c'est une bonne chose. Et il y a deux types de domaines d'intervention dans ce type de service. C'est la surveillance médicale des agents. Et l'autre, c'est l'action en milieu professionnel. Je vais décliner un petit peu ce que ça représente, la surveillance médicale des agents. C'est toutes les visites d'information et de prévention initiale, c'est la surveillance médicale simple, c'est la surveillance médicale renforcée pour certaines catégories d'agents en fonction des missions qu'ils ont à accomplir, et c'est les visites ponctuelles à la demande de la collectivité ou de l'agent ou du médecin du travail. L'action en milieu professionnel, qui n'est pas moindre et qui me paraît très importante, c'est tous les conseils qu'on peut avoir auprès de l'autorité, qui peuvent être donnés auprès de l'autorité territoriale pour les agents, leurs représentants, sur les formations, les projets de construction ou d'aménagement des lieux de travail et l'utilisation de produits chimiques. Voilà. Et puis, c'est aussi la visite des lieux de travail et l'étude de poste, c'est-à-dire que c'est un service aussi qui se déplace sur les lieux de travail de nos agents. Et ça, c'est un plus pour nous qui gérons, qui essayons de faire, qui voulons que nos agents travaillent dans les meilleures conditions physiques. Donc l'ensemble des activités qui sont déclinées vont rentrer dans le cadre d'une convention la convention, vous pouvez la voir, elle est annexée à la présente délibération et elle fait l'objet d'une contribution forfaitaire par agent suivi. C'est-à-dire que la collectivité paie un forfait à l'année, quel que soit le suivi de l'agent. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui vont peut-être avoir des suivis, pas avoir de suivi, et des agents qui vont avoir de nombreux suivis. C'est un forfait par agent. Voilà. Voilà. Alors elle inclut, oui parce que ça c'est quand même important, elle inclut notamment tout ce qui est des analyses plus approfondies. C'est pas une santé de surface, c'est-à-dire que par rapport à certains agents, on peut aller faire des radiographies, des analyses de sang, voir un spécialiste. Tout ça, c'est pris en charge dans le forfait annuel par agent. Voilà. Donc ça couvre bien. Alors là, le montant sera de 100 € par an et par agent. Voilà. Pour les titulaires. Oui, pour les... c'est 50 pour les contractuels. Voilà. Là, c'était important de faire maintenant parce qu'il faut qu'on puisse
tout de suite fonctionner grâce à la convention qu'on va pouvoir présenter. Donc si vous en êtes d'accord, on pourra signer la convention avec la métropole. Il faut être clair, il faut rappeler que c'est pas un surcoût pour la collectivité, Ah, c'était déjà ce qu'on payait avant. On payait, oui, je te remercie, on payait déjà la même chose avec Santé 72. Oui, Et là, on est vraiment, il y a une prise en charge qui est vraiment complète au niveau de la santé des agents, parce que Santé 72, on n'arrivait plus à avoir tous ces services-là. Il y a vraiment une qualité de service là. Donc, et merci au service de prévention de santé Le Mans Métropole. Alors maintenant, bon, c'est pas le sujet, mais il y a beaucoup de collectivités en dehors de Le Mans Métropole qui aujourd'hui se trouvent sans rien. Avec une télécabine. C'est-à-dire, oui, peut-être via le centre de gestion. Donc pour le moment, on n'a pas de solution. Oui, c'est vrai que je ne vois pas les 50 € pour les contracteurs. Moi, je comprenais pas là quand on Emmanuel Brasseur. En fait, c'est pas ça, c'est pas 100 € par titulaire et 50 € par contractuel. Je me disais, mais c'est quoi pourquoi ça coûterait moins cher un contractuel? C'est 100 € par agent et 50 € pour une visite d'embauche. Ah non, c'est là, voilà, oui. C'est pas la même chose. Oui, pardon. Moi, je comprenais pas pourquoi ça serait moins cher un contractuel qu'un titulaire, ça nous pousserait à prendre que des contractuels. Tant que j'ai la parole, je vais en profiter pour dire que, en termes on parle souvent des questions de santé, de soins, d'urgence et tout ça, ici, et à juste titre. Et la santé, la prévention, donc la médecine de prévention qu'on a auprès du médecine du travail ou médecine scolaire aussi, à mon avis, c'est l'un des maillons dont on parle peut-être pas assez. On parle souvent des urgences saturées, on parle souvent des maternités qui ferment, qui sont face visible de l'iceberg, mais je pense que la question de la médecine de prévention, c'est un vrai sujet. C'est ce qui permet aussi de déceler en tout premier lieu voilà, les difficultés potentielles que peut avoir un agent. Et c'est vraiment important, et là je dois dire que c'est quand même une grande chance de pouvoir mutualiser ça au niveau de la métropole. C'est vraiment une mutualisation à très bon escient des services de la métropole. Et voilà, je voulais souligner aussi que faire de belles choses avec la métropole, clairement. Je te remercie Emmanuel de le souligner, et au-delà de ça, c'est une mutualisation de santé, de prévention, de qualité. Et ça, je veux absolument insister là-dessus, parce que là, depuis quelques années, on se trouve avec des impasses par rapport à certains agents au niveau de l'accompagnement. Et là, c'est vraiment un plus, à la fois pour les agents, mais aussi à la fois pour les collectivités. Parce que plus les agents, je sais pas si ça marche, plus les agents travaillent dans de bonnes qualités, plus le service rendu est de qualité. Voilà. Ah bah, ils ont déployé énormément la métropole. On peut vraiment être content d'être dans la métropole quand même. Hein. Il y a 1,8 ETP en médecins, il y a 2 infirmières et 2 assistantes de santé. Et ils sont en train de former ce qu'on appelle maintenant les infirmières de pratique avancée pour suppléer aux médecins sur les premières prolongations de... Donc vraiment, ils y ont mis, j'ai envie de dire, les moyens, quoi. C'est pas, on a pris un médecin, non. Ils vont vraiment dédier un pôle que à ça. C'était une volonté et ils ont réussi. Oui. C'est pas toujours facile de trouver les praticiens. Mais c'est très important parce qu'il faut que nos agences soient bien, même dans nos choix d'investissement. Parce qu'on dit que le service public est une chose, mais c'est quand même les agents qui le rendent le service public. On donne des consignes, mais qui le déploie sur le territoire? Les agents. Donc pour ça, il faut qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. Mieux ils seront, plus beau le service sera. Donc qu'est-ce que vous êtes... Ah, moi, que quelqu'un veuille encore... Oui, voilà. Simplement, parce que là, il faut savoir que... Donc il y a le COSIC. Oui, c'est le COSIC, ouais. Il faut quand même savoir qu'en matière de santé au travail, enfin de prévention, l'État a obligé, que je le dis, enfin, c'est plus qu'incité, a mis en demeure Santé 72 d'arrêter de suivre les agents de la fonction publique. Voilà, c'est la Drex Pays de la Loire qui a demandé à Santé 72 de ne plus prendre en charge les agents de la fonction publique. Donc là, on a une vraie chance. On est dans la métropole qui réussit. Enfin, très bien, on arrive à avancer. Mais devant la métropole fait 20 communes. Pensez quand même à toutes les 332 communes du département qui aujourd'hui se retrouvent
sans service, en capacité de pouvoir recevoir les agents de la fonction publique. En fait, ça concerne près de 10 000 agents de la fonction publique en Sarthe qui aujourd'hui se retrouvent sans suivi médical. Donc derrière, il y a un vrai souci parce que c'est l'État qui a organisé cette disparition. On avait reçu, il y a un courrier qui a été reçu par chaque maire qui dedans faisait état que santé au travail devait se retirer, c'était une injonction. D'ailleurs, j'ai les termes dans le courrier, c'était une injonction. D'ailleurs, j'ai posé une question orale sur le sujet au gouvernement et qui a confirmé que l'État demandait à ce qu'on se désengage du suivi des agents de la fonction publique. Donc, Ils ont dit pourquoi? Principalement pour des questions de coûts. C'est surtout qu'il y a eu une modification de la loi en 2021 sur la santé au travail, et en fait on a une pénurie de médecins au travail, et donc de médecins de prévention, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est les agents de la fonction publique qui font les frais de ça. Alors, je crois que le centre de gestion doit réfléchir pour essayer de proposer une solution alternative, mais avec la difficulté, c'est de recruter. C'est la télécabine qu'ils ont trouvé comme solution. C'est ça, c'est de recruter des Encore médecins. Et quand en on connaît la problématique de désertification médicale dans la Sarthe, on voit bien la difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins du travail en France. Donc, on a un vrai problème. Donc, et voilà, je voulais quand même dire que c'est l'État qui a mis une injonction à santé au travail en 72 pour ne plus prendre des agents de la fonction publique. On est quand même dans cette solution. Dans cette situation, c'est vrai on a cette chance d'avoir la métropole, de pouvoir mutualiser, d'avancer. C'est bien. Mais derrière... c'est bien, mais ça va mettre quand même une petite concurrence sur le territoire en général. Les agents, quand ils seront sur des communes où il n'y a pas tout ça, ça va être compliqué pour toutes ces communes peut-être de recruter. Ils se positionneront peut-être en priorité sur les 20 communes de la métropole. Après, il y a beaucoup de communes qui commencent à taper à la porte de la métropole qui voudraient y rentrer aussi. Il y a même des maires qui ont fait déjà des annonces dans leurs vœux qui feraient la demande en 2027. Mais c'est terrible parce que, comme on est très attractif, c'est vrai que la métropole est attractive, mais du coup, c'en est presque gênant par rapport aux autres, parce qu'on se dit, et ça va être compliqué. Donc on n'a pas un équilibre sur le territoire à ce rythme-là. Mais on ne va quand même pas se flageller parce qu'on est à la métropole, attention, on est content d'y être. Au contraire. Je rappelle quand même qu'au départ, on n'était pas favorable et que c'est le Conseil d'État qui a ordonné le fait qu'Arnage rentre dans la métropole. Enfin, la métropole, à l'époque, la communauté urbaine. Oui, c'était la communauté urbaine. C'est vrai que 50 ans après, un peu plus de 50 ans après, on peut remercier le Conseil d'État. En général, on tape sur l'État, mais là, on peut plutôt remercier, je crois. Ça a été une belle chose. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le sujet? Non? On passe au vote. Alors, est-ce que vous acceptez d'adhérer au service commun de médecine préventive de la métropole, de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces relatives à la présente délibération? Et on précise que les crédits sont prévus au budget primitif 2025. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, c'est donc allé à l'unanimité. C'était la dernière délibération de ce conseil. Il est 20h41 et le conseil est fini. Par contre, je vais